Albanie, 1992. La chute du communisme provoque un changement de régime politique. Une conséquence inattendue est la réapparition d'une coutume médiévale que l'on croyait disparue, le giac-marié, une forme ritualisée de vendetta qui peut s'étendre à tous les membres d'une famille. Ce système de justice privée persiste encore dans certaines zones du bassin méditerranéen, dans les Balkans, en Italie ou en Corse. Au VIe siècle, cette pratique provoqua de tels dégâts dans le royaume franc qu'elle fut peu à peu interdite par les dynasties suivantes. Cette période meurtrière s'est déroulée entre membres de la dynastie mérovingienne. Deux reines, Frédégonde et Brunehaut, catalyseront les haines familiales, provoquant guerres, enlèvements et assassinats sur une période de plus de 40 ans. Les rois mérovingiens en ressortiront diminués. Revenons donc sur cette histoire de vengeance aux temps obscurs et observons les mécanismes qui ont conduit à l'affaiblissement des descendants de Clovis. Notre histoire prend place dans le jeune royaume mérovingien. À la fin du 5e siècle, Clovis fédère les peuples barbares du nord sous son autorité et entreprend une véritable politique d'expansion au sud. Il reprend l'enclave romaine de Syagrius suite à la bataille de Soissons, inflige une lourde défaite aux Alamans lors de la bataille de Tolbiac et s'allie aux Burgondes par son mariage avec la princesse Clotilde. Il se convertit au catholicisme, recevant le soutien du clergé et légitimant ses conquêtes. Ainsi les Visigoths, appartenant à l'arianisme, courant catholique rejeté par l'Église, sont chassés d'Aquitaine avec l'appui de l'Empire romain d'Orient, sous ce prétexte religieux. À la mort de Clovis en 511, le territoire franc unifié est immense, réussissant la synthèse de trois mondes, romain, germanique et catholique. Mais cette belle unité ne dure jamais longtemps dans le monde mérovingien. La cause ? Des règles de succession calquées sur le droit privé. Le royaume est considéré comme la propriété du roi, comme un bien privé. Il peut donc l'aliéner, le vendre et le transmettre à ses héritiers. Le territoire est découpé en parts égales entre les fils. La règle de primogéniture mâle, qui veut que l'aîné récupère tout le royaume, n'a pas lieu à cette époque. Le royaume franc est partagé entre les 4 fils de Clovis. La proximité des capitales prouve qu'il existe la volonté d'assurer l'unité du Regnum Francorum, le royaume des Francs, malgré les divisions successorales. Mais c'est sans compter sur les ambitions de chacun et les luttes fratricides qui vont en découler. L'élimination physique des rivaux va devenir la règle, auquel se couple le jeu des alliances et les morts naturelles dans cette époque à la mortalité élevée. Le soutien des leudes, nom donné aux aristocrates, est essentiel. Il s'agit d'un système de clans axé sur la fidélité. Le clientélisme, par la distribution de terres ou de charges, permet au roi d'acheter le soutien de cette aristocratie. Les troubles de succession permettront le développement de cette classe qui se positionnera davantage en arbitre. Clotaire Ier, l'un des fils de Clovis, parvient à réunifier le royaume franc. Sa mort provoque à nouveau sa division. 4 fils se partagent le royaume. Chilpéric Ier hérite du royaume de Soissons, qui deviendra la Neustrie. Il est particulièrement violent et belliqueux, et enrage d'avoir hérité d'un royaume aussi petit. Le royaume de Reims, qui deviendra l'Austrasie, revient à Sigebert Ier. Il est légèrement plus modéré que Chilpéric, mais reste capable de jolies trahisons et d'attaques surprises. Gontran, qui passe pour le plus calme, récupère le royaume d'Orléans qui est celui de Burgonde. Il va, au gré des événements, s'allier avec Chilpéric ou Sigebert, soufflant le chaud et le froid. Le royaume de Paris, immense et comprenant l'Aquitaine, revient à Charibert. À sa mort en 567, il est partagé entre Chilpéric, Gontran et Sigebert. C'est dans ce cadre territorial que va se dérouler l'histoire la plus violente de la dynastie mérovingienne. Un conflit de 40 ans va éclater entre ses rois, leur héritier et surtout 2 reines aux fortes personnalités qui vont catalyser les haines. Celle qui devient l'épouse de Chilpéric Ier en 568 excelle dans l'art de l'intrigue. Frédégonde vient d'une famille de serfs. Elle est d'une incroyable beauté et d'une rare intelligence, selon les chroniqueurs. Elle réussit à éliminer la première épouse du roi, dont elle est la servante, par un stratagème original et machiavélique. Elle convainc la naïve reine Audover de devenir elle-même la marraine de sa propre fille. L'Église interdit à la marraine d'un enfant de coucher avec son père, le roi Chilpéric donc. La reine Audover, à la fois mère et marraine de son propre enfant, est donc répudiée. Frédégonde en profite pour séduire Chilpéric.
La deuxième épouse du roi va être encore plus rapidement écartée par Frédégonde, et ce point est important. Le roi Sigebert s'est marié à une princesse wisigoth, Brunehaut ou Brunhilde, en 566. Brunehaut est également présentée comme très belle, intelligente, et avec un certain sens de l'État. Le royaume wisigoth était alors puissant, occupant la majeure partie de l'Espagne. Sans doute par jalousie, clairement par politique, Chilpéric Ier épouse la sœur aînée de Brunehaut, Galswinthe, en 568, et s'allie par ce noble mariage avec ce peuple puissant. Mais la nouvelle reine est étranglée, l'année même de son mariage. Tous les regards se tournent vers Frédégonde, qui se marie aussitôt avec Chilpéric et devient la nouvelle reine. Brunehaut crie vengeance et accuse Frédégonde du meurtre de sa sœur. Sigebert porte plainte contre Chilpéric, en s'appuyant sur une coutume germanique, la fède. Il s'agit d'un système de vengeance privée entre deux clans ou deux familles, en vertu des liens du sang. Concrètement, un meurtre dans une famille peut entraîner le meurtre de n'importe quel membre de l'autre famille, une sorte de vendetta en réalité. Le frère aîné, Gontran, va se positionner en juge de ce conflit, et pour éviter une trop grande effusion de sang, propose à Chilpéric de payer une compensation à Sigebert et Brunehaut. Les terres apportées en dot par Galswinthe à Chilpéric sont transférées à Sigebert. Chilpéric rompt l'accord en un temps record et attaque ses frères pour récupérer les terres cédées. C'est le début de la fède royale, sorte de guerre civile qui va durer jusqu'en 613. C'est en fait une succession de divisions, d'alliances et d'assassinats entre les familles de Neustrie et d'Austrasie. Dans la première phase du conflit, Chilpéric prend tout le monde de court. Il envoie son fils Clovis reprendre Tours, Poitiers et Bordeaux. Sigebert et Gontran s'allient pour l'en déloger. Chilpéric, qui ne s'avoue pas vaincu, envoie son deuxième fils, Tibère, reprendre les cités en question. Le prince de Neustrie ravage les terres d'Aquitaine. Face à la situation, Sigebert fait venir des guerriers barbares germaniques pour affronter les Neustrins. Gontran, qui doit de son côté affronter les Lombards, s'allie avec Chilpéric par peur de voir Sigebert devenir trop puissant. Sous la menace du roi d'Austrasie, Gontran annule l'accord pour se placer en retrait du conflit. Chilpéric, comprenant qu'il peut tout perdre, accepte de rendre les territoires aquitains à Sigebert. Un compromis est donc trouvé, pour éviter que tout le monde perde la face. Mais la trahison coule dans les veines de ces rois mérovingiens. Chilpéric manœuvre, et après s'être allié avec Gontran, attaque Sigebert, atteignant même Reims. La contre-attaque du roi d'Austrasie est foudroyante, obligeant Gontran à rompre son alliance avec Chilpéric. Le roi de Neustrie doit se réfugier à Tournai. Les villes de Neustrie, sauf Rouen, et les aristocrates, les leudes, l'abandonnent. Sigebert est reconnu roi de Neustrie par l'armée de Chilpéric, mais sur le chemin du sacre, deux esclaves de Frédégonde le poignardent. Aussitôt, l'armée de Chilpéric retourne vers son maître, et les aristocrates refont allégeance. Après avoir fait enterrer Sigebert, Chilpéric fonce sur Paris où se trouve la reine Brunehaut. Elle est envoyée à Rouen. Par chance, son fils, Childebert, est exfiltré de la ville. Il est élevé sur le trône en 575, tandis que Gontran devient son tuteur. Après plusieurs enfants morts en bas âge, Frédégonde devient légèrement paranoïaque. Ses pulsions meurtrières se débrident. Elle va méthodiquement éliminer les enfants du roi issus de l'union avec sa première épouse, Audovert. Clovis en 577, puis Audovert elle-même en 580. Frédégonde fait violer par ses hommes de main la première fille de Chilpéric, Basine, de façon à ce qu'elle perde par cet outrage tout droit à l'héritage. Un autre fils, Mérovée, va connaître le courroux de cette reine sanglante, non sans avoir réussi un exploit plutôt original. Alors que son père lui ordonne d'envahir le Poitou, il effectue un crochet par Rouen. Il tombe littéralement sous le charme de la reine Brunehaut et décide de l'épouser. La reine austrasienne y voit surtout un moyen de s'enfuir de sa prison de Rouen pour rejoindre la cour, qui a été déplacée de Reims à Metz, et elle y parvient. Mérovée, repris par son père Chilpéric, est tonsuré puis ordonné prêtre, honte suprême pour un mérovingien à l'époque des rois chevelus. Frédégonde le fera assassiner, déguisant le meurtre en suicide. Elle ira même jusqu'à tenter de tuer sa propre fille, Rigonde, en lui coinçant la tête dans un coffre. En 584, l'héritier tant attendu arrive enfin. Son nom est Clotaire. Frédégonde va tout mettre en œuvre pour qu'il monte sur le royaume de Neustrie, mais surtout qu'il devienne Rex Francorum, roi des Francs. Après une campagne ratée contre Gontran, Chilpéric est assassiné au retour d'une partie de chasse. Le commanditaire du meurtre est inconnu. Frédégonde, isolée, se rapproche de Gontran pour qu'il adopte l'enfant et exerce la régence jusqu'à sa majorité. Gontran accepte. La Neustrie est en proie aux troubles. Beaucoup d'aristocrates ont pillé le trésor royal et fui en Austrasie. De nombreuses villes ont fait sécession, grâce à des manœuvres diplomatiques de Brunehaut, mais Gontran veille et récupère les cités.
Il préfère écarter Frédégonde, trop dangereuse, qui est envoyée à Rouen. Elle est sous la surveillance de l'abbé Prétextat. Mais l'homme d'église est poignardé en pleine messe dominicale. Frédégonde lui rend visite sur son lit de mort. Il l'accuse alors aux yeux de tous d'avoir commandité cet assassinat. Il la maudit sur plusieurs générations, puis meurt de ses blessures. Frédégonde est à présent libre. Elle rallie en les achetant de nombreux aristocrates et évêques à son fils, que l'on nomme désormais Clotaire II. Frédégonde envoie des ambassadeurs au roi Burgonde, en réalité des assassins. Le complot échoue. C'en est trop. Gontran coupe toute relation avec Frédégonde et la Neustrie et va se rapprocher de l'Austrasie. Un traité est signé entre les deux royaumes en 587, le pacte d'Andelot. L'objectif est d'assurer la paix entre l'Austrasie et la Burgondie. Le dernier vivant reçoit le royaume de l'autre. Si Gontran meurt, Childebert II récupère le royaume burgonde. Et c'est exactement ce qui se produit en 592. Austrasie et royaume burgonde sont réunis sous l'autorité de Childebert II, et donc sous l'influence de Brunehaut. Frédégonde assoit définitivement l'autorité de son fils en le faisant apparaître à la tête des armées, malgré son jeune âge. Elle expire en 597, de mort naturelle, ce qui est un comble. Les cartes sont redistribuées à la mort de Childebert II. Ses fils se partagent son territoire. L'Austrasie pour Tibère et la Burgondie pour Thierry. Judicieusement, les frères s'allient pour récupérer des cités au roi de Neustrie. Clotaire II réplique, mais se fait à nouveau battre à Étampes en 604. Son fils Mérovée est fait prisonnier, puis assassiné sur ordre de Brunehaut. Clotaire décide de changer de stratégie. Il se rapproche de Thierry et devient même parrain de l'un de ses fils. Clotaire réussit à manipuler les frères, jusqu'à les amener au conflit, qui tourne à l'avantage du roi Burgonde. Tibère et ses enfants sont exécutés. Deux blocs se font à nouveau face, mais Thierry meurt en 613. Brunehaut, dans une tentative désespérée, place son arrière-petit-fils, Sigebert, sur le trône. Il n'a que 11 ans. La situation devient très tendue pour Brunehaut. Les aristocrates ne la supportent plus. Elle confie la charge de maire du palais, au dignitaire dont le rôle est proche d'un premier ministre, à un dénommé Varnacher. Il va trahir la reine, lassé par sa politique centralisatrice, le développement de la pression fiscale et la personnalité écrasante de Brunehaut. Les Leudes se rallient à Varnacher et à Clotaire II, qui envahit l'Austrasie et fait exécuter Sigebert et ses frères. Le sort réservé à Brunehaut est plus délicat. Connaissant la haine que se vouaient sa mère Frédégonde et Brunehaut, Clotaire II va assouvir son désir de vengeance familiale de manière brutale. Brunehaut est accusé d'une dizaine de meurtres, dont la plupart sont infondés. Elle est humiliée et torturée pendant 3 jours, promenée nue, en sang, au milieu de l'armée de Clotaire, alors qu'elle a plus de 60 ans. Pour l'achever, on attache ses cheveux et une jambe à la queue d'un cheval, qui est ensuite lancé à pleine vitesse. Son corps est broyé, déchiqueté. On finit par la livrer aux flammes. Ainsi s'achève le supplice de Brunehaut, et la fête royale, commencée plus de 40 ans auparavant. En 614, Clotaire promulgue un édit dont l'objectif est la paix et la discipline dans le royaume. Intention louable que les partages successifs mettront aussitôt à mal. Le royaume franc est désormais réunifié sous l'autorité de Clotaire II, mais cet épisode laisse des traces. Les rois mérovingiens ressortent affaiblis de ces éternelles guerres fratricides. L'aristocratie commence à prendre du poids politiquement. En fonction de ses alliances, elle pourra faire et défaire les rois dans le futur. En achetant le soutien des Leudes, les rois leur donnent une importance jusque-là inédite. Surtout, et on le voit bien dans la trahison finale de Varnacher, le maire du palais, dont la fonction apparaît clairement pour la première fois durant cette période, va devenir l'homme fort du système. En concentrant les pouvoirs administratifs, fiscaux et judiciaires, les maires du palais vont, un siècle plus tard, renverser la dynastie mérovingienne. Cette période dite de la Fède royale s'apparente à un jeu de massacre pour le pouvoir, au centre duquel 2 reines se sont livrées une lutte à mort pour la défense de leur royaume. L'histoire retient Frédégonde comme un monstre et présente Brunehaut comme plus modéré. L'historien Bruno Dumézil tempère. Frédégonde pratiquait l'assassinat, Brunehaut l'exécution sans procès. C'est surtout que le problème de partage à la succession, propice au conflit, s'est couplé à la vieille tradition germanique de vengeance familiale. Les premiers carolingiens comprendront les risques d'un tel système en interdisant les fèdes. Par contre, les règles de succession héritées des coutumes franques les conduiront, tout comme les mérovingiens, à leur perte. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Je vous invite à aller sur Utip et Tipeee si vous souhaitez participer au développement de la chaîne. Un énorme merci à tous les tipeurs évidemment, et à ceux d'entre vous qui visionnent des pubs pour me soutenir. Merci encore d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.